Bonjour, heureux de nous revoir une deuxième fois pour continuer sur l'analyse du texte dramatique. Avant d'entamer la deuxième séance, essayons de corriger d'abord les exercices qu'on a déjà travaillé la séance précédente. Commençons par le terme polysémique comédie. Vous avez ici en bas le corrigé. Numéro 1, c'est la définition D. Numéro 2, définition E. 3, définition A. 4, définition C. 5, définition B. Passons au deuxième exercice. Il fallait souligner, sélectionner un metteur en scène, une intrigue, une exposition, un dénouement, une réplique, un comédien, un public, un dramaturge. Passons maintenant au cours d'aujourd'hui. Nous consacrons cette séance à l'étude du paratexte. Paratexte. Paratexte se compose de deux termes, para et texte, c'est-à-dire tout élément qui tourne autour du texte susceptible, qui peut nous fournir des informations utiles afin de comprendre le texte, l'œuvre. Notre texte aujourd'hui, c'est le bourgeois gentilhomme. Donc, le para, tout ce qui tourne autour du bourgeois gentilhomme. Par exemple, le titre, on va analyser le titre. On va analyser les couvertures, première de couverture. On va avoir un aperçu sur la biographie de Molière. Et bien sûr, on essaiera de comprendre les raisons qui ont poussé Molière à créer cette pièce. Puis, nous essayerons d'avoir un aperçu aussi sur la structure de la pièce et sur les personnages. Après, nous analyserons le titre, bourgeois gentilhomme. Un titre, bien sûr, qui suscite la curiosité, vu la composition ambiguë de ce groupe nominal. Nous nous arrêterons aussi sur quelques premières de couverture. Et à la fin de la présentation du cours, nous aurons à réaliser un exercice, à faire un exercice. D'abord, pourquoi le paratexte? Car en étudiant le paratexte, on connaîtra le contexte de l'œuvre. Commençons par la biographie de Molière. Bien sûr, nous n'allons pas nous éterniser sur sa biographie. Vous la trouverez sur Internet. Mais pour connaître sa vie, bien sûr, détaillée, vous avez beaucoup de sources. Ici, nous nous contenterons simplement de faire une synthèse de sa vie en la décomposant en périodes marquantes. Molière est né le 15 janvier 1622, c'est-à-dire au XVIIe siècle, la première moitié du XVIIe siècle. Première période, c'est sa jeunesse, sa famille, ses études. Deuxième période, des débuts difficiles dans le théâtre, avant de connaître la gloire qui perdure jusqu'à nos jours. Troisième période, il fera un mariage à l'âge de 40 ans, donc un mariage tardif. Quatrième période, c'est le temps des scandales, car certaines de ces pièces
ont suscité des querelles, des reproches. Si vous voulez comprendre le pourquoi du comment, faites des recherches sur Internet. Surtout, par exemple, cherchez sur le Tartuffe. Hein? La Tartuffe, bien sûr, c'est une pièce de théâtre de Molière. Et cinquième période, c'est la période des triomphes, la gloire, car malgré tous ces problèmes, toutes les embûches, tous les obstacles, il arrive à faire oublier tout cela, bien sûr, en créant de nouvelles pièces. Et arrive le temps des maladies, maladies bien sûr qu'il va intégrer dans ses comédies. Lisez ou bien regardez le Malade imaginaire, célèbre pièce. Et Molière est mort le 17 février 1673. Il n'a pas bien vécu sa vie. Molière est mort précocement à l'âge de 51 ans. Mais cette vie si courte est pleine d'œuvres et de créativité. Il a vécu pour le théâtre et par le théâtre. Pour le théâtre parce que c'est sa passion. Il s'est adonné au théâtre, corps et âme, durant toute sa vie. Et il va mourir sur scène. Et il a vécu par le théâtre parce que c'était son gagne-pain. Les sujets qu'il a traités sont nombreux, mais tous ont pour objectif de distraire et d'instruire en dénonçant les défauts de ses contemporains. Et bien sûr, c'est ça l'objectif de toute comédie. C'est en même temps distraire, faire passer du bon temps au public, et en même temps passer des messages, faire passer des messages. Passons maintenant à la situation de la pièce. Situation bien sûr qui va nous donner des informations sur les raisons de sa création. Selon les biographes de Molière, l'origine de cette œuvre du bourgeois gentilhomme est liée au scandale provoqué par l'ambassadeur turc Süleyman Aga, qui, lors de sa visite à la cour de Louis XIV en 1669, avait affirmé la supériorité de la cour ottomane sur celle du roi Soleil. Donc un scandale diplomatique causé par un grand ambassadeur, l'ambassadeur d'un grand pays de l'époque, l'Empire ottoman, qui défie le royaume de France. Et bien sûr, c'est un défi culturel. Et à cause, peut-être ou grâce à ce défi, Molière va imaginer cette pièce pour répondre, bien sûr, à l'affront. Peut-être poussé par le roi, incité par le roi. Un autre élément du paratexte important pour connaître le sous-genre de cette pièce, il s'agit du sous-titre comédie-ballet qu'on retrouvera en bas sous le titre, le bourgeois gentilhomme. C'est quoi la comédie-ballet? La comédie-ballet, c'est un genre dramatique, musical et chorégraphique. Donc, on mélange la musique et la danse. La comédie-ballet est inventée par Molière en 1661 pour sa pièce Le Fâcheux. Mêlant, c'est-à-dire
mélangeant la musique et la danse dans une action unique, contrairement à l'opéra-ballet, plus composite. La comédie-ballet traite des sujets contemporains de l'époque et montre des personnages ordinaires de la vie quotidienne, puisque nous avons le terme comédie. Comédie, les personnages de la comédie ne sont pas les mêmes que ceux de la tragédie que vous allez étudier l'année prochaine. Inch'Allah. Le thème prédominant, c'est le mariage. Le thème qui domine dans ce genre de comédie, c'est le mariage. On parle beaucoup de mariage. Le personnage va se marier à la fin, ou bien la fille du personnage principal, ou bien son fils. Donc ça finit toujours par un événement heureux. Le trio Molière, Lully, Beauchamp, alors qui sont ces personnages, Lully et Beauchamp, vous avez ici à gauche d'autres informations sur la création de Le Bourgeois Gentilhomme. Ces trois personnages ont participé, ces trois personnes, mais bien sûr sont des personnes célèbres de l'époque, ont participé à la création de la pièce. Lully à la musique est de Jean-Baptiste Lully, les ballets danse de Pierre Beauchamp, les décors de Carlo Vigarani et les costumes turcs du chevalier d'Arvieux. Donc, le trio Molière, Lully, Beauchamp créa une demi-douzaine d'œuvres. Donc, il constituera une équipe pour créer d'autres œuvres, d'autres comédies-ballets. Mais le genre déclina après la mort de Lully dès 1687. Donc, ce genre va disparaître avec Lully. Et maintenant, feuilletons la pièce pour relever sa structure et la distribution des personnages. Ces derniers se divisent en trois groupes. Nous avons les membres de la maison du Jourdain, la famille Jourdain, les amants, les amantes. Donc, ça pourrait être un homme ou une femme qui aime un autre personnage. Les professionnels de la culture. Donc, troisième groupe de personnages, ce sont les personnages secondaires, mais qu'on retrouvera dès le début de la scène d'exposition, dès la première scène. Quant à la structure de la pièce, comme c'est une pièce classique, elle se divise en 5 actes. Et chaque acte se compose de plusieurs scènes. Par exemple, l'acte 1 contient 2 scènes, plus un intermède. L'acte 2, 5 scènes, plus un deuxième intermède, car c'est une comédie-ballet, donc entre chaque acte, il y a un intermède pour reposer le public, pour le distraire aussi. L'acte 3, 16 scènes, plus troisième intermède, etc., etc. Analysons ensuite le titre, qui est curieux par sa composition. On y relève l'association de 2 termes, bourgeois, gentilhomme. Si l'on cherche dans le dictionnaire, par exemple le dictionnaire de l'Académie française de l'époque, 1672, bourgeois veut dire citoyen d'une ville. Bourgeois signifie aussi roturier. C'est quoi roturier? C'est une personne qui n'est ni noble, ni ecclésiastique, ni religieux, ni militaire, qui n'appartient à aucune de ces 3 classes. Un autre sens de bourgeois, c'est une personne qui n'a nul usage des manières du monde, qui ne sait pas se comporter en société. عروبي كنقولوا احنا عروبي en arabe.
Deuxième terme, gentilhomme. Selon le même dictionnaire, c'est un homme de naissance noble. Donc, l'opposé du bourgeois. Le bourgeois, c'est une personne qui n'est pas noble. Gentilhomme, c'est une personne qui est de naissance noble. Ça pourrait référer aussi à un noble attaché à quelque prince ou seigneur. Par exemple, le conseiller du roi, le conseiller du prince, qui doit appartenir aussi à la noblesse. Donc vous remarquez que ce titre est ambigu. Bien sûr, le bourgeois gentilhomme réfère à un seul personnage qui a ces deux, qui englobe ces deux classes sociales, bourgeois, gentilhomme, ce qui est contradictoire. Donc on ne peut pas être à la fois bourgeois et noble. Ce sont deux univers incompatibles qui ne se rencontrent jamais, sous peine d'être objet de ridicule. Donc l'un ou l'autre serait ridicule. Mais les deux, en même temps, chez un seul personnage, c'est le summum, c'est le sommet du ridicule, l'apogée du ridicule. C'est le maximum du ridicule. Et bien sûr, cela fait rire. Et c'est ça l'objectif. Pour parachever notre approche du paratexte, étudions les premières de couverture afin d'anticiper sur le contenu. Nous allons voir quelques couvertures de 4 maisons d'édition. Commençons par la première. On va essayer de travailler la typographie, l'illustration et quelques éléments qui réfèrent à l'époque. Alors commençons par la première. Vous avez ici, elle se compose d'une division de 2 parties. Vous avez le titre en haut, plus le nom du dramaturge, et en bas l'illustration. Remarquez la typographie du titre, c'est pour le mettre en évidence, pour attirer le regard, pour attirer l'attention du lecteur, celui qui va acheter le bouquin pour le lire. Observez l'illustration. Nous avons à droite une chaise qui réfère au monde de la noblesse, et à gauche le personnage ridicule avec ses habits qu'on n'arrive pas à caractériser. Est-ce des habits de nobles ou des habits de bourgeois? Il y a confusion dans les genres. Remarquez ici, en bas, tout en bas, par terre, les partitions musicales, les partitions qui réfèrent au ballet. Passons à la deuxième couverture. Là, bien sûr, nous avons une autre signification, un autre choix d'image, d'illustration. Ici, on met en valeur l'époque, le XVIIe siècle, la noblesse, le palanquin. Le palanquin, c'est ce moyen de transport de l'époque. Ce qui est bien sûr ridicule ici, ce sont les bagues. Remarquez, plusieurs bagues aux 3 doigts ou 4 doigts du personnage noble. Peut-être c'est un noble. Ce n'est pas un noble puisqu'il a plusieurs bagues. C'est un matu-vu. Quelqu'un qui joue sur les apparences, qui veut paraître plus qu'il ne l'est. Remarquez aussi le choix des couleurs. Couleurs un peu sombres, comme si on se cachait. Alors que la première couverture, elle est claire. Ce sont des couleurs claires, mais efféminées.
Passons aux deux autres couvertures. Le bourgeois gentilhomme de Belin, de l'édition Belin Gallimard. Ici, on met en valeur le turban ottoman. Donc, nous avons ici la deuxième partie de l'histoire de l'intrigue, puisqu'on parle de Turcs, d'Ottomans. On essaie de ridiculiser ceux qui ont défié les Français. Et bien sûr, il faut lire pour comprendre la signification de cette image. Remarquez le choix des couleurs. Les couleurs, bien sûr, mal assorties, mais couleurs qui attirent le regard. Donc, nous avons au niveau typographique le titre toujours en grand caractère. Vous voyez? Et bien sûr, ça réfère à l'époque. Le turban, qui est les vêtements aussi, qui réfèrent à l'époque. La dernière couverture, c'est celle de Larousse. Alors, remarquez ici le bourgeois gentilhomme. Le titre au milieu, en parallèle à la main, avec la main qui tient la canne. Mais cette canne reste ambiguë. Elle est parée de rubans et d'une cravate, un nœud papillon. Pourquoi cet apparat qui attise la curiosité, mais en même temps le rire? Remarquez aussi les couleurs mal assorties. Un entassement de couleurs, d'objets. Voilà ce qu'il fallait connaître et retenir du paratexte du bourgeois gentilhomme de Molière, un dramaturge qui a marqué son temps et qu'on continue à étudier 4 siècles plus tard. Mais vous, est-ce que vous connaissez l'époque de Molière? Pour cela, bien sûr, vous allez faire des recherches sur les éléments de l'exercice suivant. Et vous allez dire si Molière aurait connu ceci ou cela. Alors, lisez. Est-ce que Molière aurait pu lire le Horla et Auchan? Ce sont 2 nouvelles de Guy de Maupassant. Si c'est possible, justifiez. Si c'est impossible, justifiez aussi. Est-ce que Molière aurait pu manger avec une fourchette? Possible, impossible, justifié. Molière pouvait savoir que la terre tourne. Molière aurait pu jeter ses déchets dans une poubelle. Est-ce que la poubelle existait à l'époque, au XVIIe siècle? Faites vos recherches, menez des recherches sur Internet, sur l'histoire de la poubelle. Même chose pour cette théorie de la terre qui tourne. Même chose avec la fourchette. Même chose pour les nouvelles de Guy de Maupassant. Est-ce que Molière aurait pu boire du café? Voilà. Arrêtons là pour aujourd'hui et à la prochaine.